J'étais à l'époque abonné à ce magazine qui s'appelait Électronique Pratique, dans lequel ben, il y a il y a des réalisations, il y a des schémas, etc. Et que vous avez vu, donc à l'époque c'était 25 francs. Et ce magazine il date de très très longtemps en fait, parce que j'ai réussi à retrouver sur ce site tous les numéros, donc ça date de 1974 et le dernier c'était en 2014. Et ça par exemple ici c'est le numéro 221 de janvier 98. Et donc en fait à l'époque bon il y avait pas encore Internet n'était pas encore là comme aujourd'hui. Et donc ben on utilisait ce genre de magazine qui était vraiment très très bien fait pour apprendre l'électronique. Et, euh, et donc au début il y a un peu de pub etc. Et puis ensuite il y a des schémas. Voilà, un simulateur antidouleur. Donc vous avez vu à l'époque les cartes, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Et donc il y a du texte qui explique un peu le schéma. Et on a le schéma par exemple ici. Voilà, donc alors le microcontrôleur est arrivé assez tardivement. Au début, il n'y avait pas du tout de microcontrôleur, hein. Mais les gens arrivaient à faire des trucs vraiment géniaux sans microcontrôleur. Donc ensuite, on a le schéma. Ensuite, il donnait aussi, donc il donnait ce qu'on appelle le typon, qu'on fait ce qu'on appelle aujourd'hui le routage. Ensuite, la baume pour acheter les composants. Euh, et puis donc câbler la carte et voilà. Donc il y avait plusieurs schémas en fait, assez divers et variés, euh, plus ou moins complexes. Donc voilà, encore un schéma. Voilà, c'est comme ça qu'on apprenait donc l'électronique. Euh, voilà, donc si alors j'ai pris ici, j'ai choisi pour démarrer cette série donc le numéro pardon de février 2002. Donc ça y est, on était déjà passé à l'euro, donc maintenant on est à 3,81 €. Et j'aimerais vous faire une explication d'un des projets qui a été présenté dans cette revue. Voilà, c'est celui-ci. C'est une commande optique. En fait, ils ont fait une petite carte électronique avec un capteur ici optique que lorsqu'on approche la main, en fait, eh bien, ce relais s'active. En fait, c'est un interrupteur main libre. Voilà. Donc j'arrive, j'approche ma main sur le capteur qu'on va voir après, et paf, ce relais s'active pendant un certain temps. Et ce temps-là, il est réglé par ce potentiomètre. Donc le schéma, le voici. Donc, vous avez vu à l'époque les schémas comment ils sont faits, hein. Il y a encore des gens qui font des schémas comme ça, où ça tire par là, ça descend par là. C'est vrai que parfois on a du mal un peu à lire. Il y a certains schémas où il y a plein de fils qui descendent comme ça. Donc il y a donc pareil, hein, ils nous mettent, le routage. Alors ça on le prenait et puis on faisait notre PCB nous-mêmes avec des produits chimiques, etc. Le capteur le voici. Donc j'approche ma main ici et paf, il y a le relais qui s'active pendant un certain temps. Il nous indique où se trouvent les composants et la nomenclature. Donc on a acheté les composants, on les câblait par rapport à l'implantation qu'on a ici. Et voilà, on a une carte qui fonctionne. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fonctionnement de de cette carte, donc du schéma. En fait, voilà, il y a plusieurs étages. Il y a donc un premier étage, c'est le NE567. Ensuite, le 4001 qui fait donc un monostable. Et un 4027 qui fait donc une bascule qu'on a ici. Alors rapidement comment ça fonctionne. Donc ici on a le capteur optique qu'on a vu ici, celui-ci, qui est câblé là. Donc
alimenté par le transistor qui est ici, on va voir après. On a ici une circuiterie qu'on va voir, et là, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le relais qui est ici, il est piloté pendant un certain temps, et ce temps il est réglé par ce potentiomètre et cette capa. Voilà. Donc, lorsqu'on approche notre main ici, le relais s'enclenche, donc cette LED là va s'allumer, et celle-ci va s'éteindre. Parce qu'en fait, quand on a un 1 ici, on a un 0 ici, et inversement. Quand la tempo est terminée, le relais donc se relâche, cette LED s'éteint, et celle-ci se rallume de nouveau, pour dire que le système il est libre en fait. On va zoomer un peu plus maintenant. Alors comment ça fonctionne? Ce composant là, le NE567, est un détecteur de fréquence. Il va détecter une fréquence, et quand il va détecter une fréquence, il va passer ici de 1 à 0, ici. Alors cette fréquence, elle est générée comment? Alors c'est ce composant, le NE567, qui va générer un signal carré à une certaine fréquence. Ce signal carré, on va le retrouver ici. Voilà. Donc ça sort de la pin 5, ça rentre dans la 6 de cette porte NAND. Comment on règle cette fréquence? Eh bien par cette résistance et cette capa. Là, ils l'ont réglé à peu près à 2,3, 2,4 kHz. Donc en fait, c'est dans la doc du composant, il y a la formule pour calculer la fréquence. C'est 1 sur 1,1 multiplié par R5 multiplié par C2. Voilà. On peut un signal carré donc de 2,3 2,4 kHz. Ça arrive dans cette NAND. C'est une porte E inversée. C'est-à-dire qu'ici, alors la carte est alimentée en 9 volts ici. Donc on a un 1 ici en permanence parce que c'est relié au plus V. Quand on a un 1 ici, ça fait donc 1 et 1, ça fait 1. Complémenté, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. Complémenté, ça fait 1. Donc là, j'ai un 1 ici. Ce qui fait que ce transistor, il est bloqué. Alors pourquoi il est bloqué? Parce que c'est un PNP. Et pour pouvoir faire en sorte que ce transistor soit passant, il faudrait mettre un 0 ici. Dès qu'on va mettre un 0 ici, ben, cette LED là du capteur va être alimentée. Donc là on comprend que finalement le signal carré qui sort ici, de la pin 5, à 2,3, 2,4 kHz, en fait il se retrouve ici, et se retrouve sur, on va dire sur la LED infrarouge qu'on a ici. Donc quand j'approche ma main, je renvoie cette fréquence sur un phototransistor qu'on a ici. Et ici, sur son collecteur, je vais avoir un signal qui est assez faible en termes d'amplitude, mais qui va avoir la même fréquence que le signal qu'on a ici. D'accord? Ici, on a une résistance qui est au plus V. C'est parce que ici on a un transistor en collecteur ouvert, donc il faut bien l'alimenter, donc on a une résistance. Ensuite cette capa ici, elle sert à supprimer la composante continue, c'est-à-dire le 9 volts qui arrive ici. Elle sert à transmettre uniquement le signal carré. Donc ici on va avoir le signal carré, ici on va avoir le signal carré plus le 9 volts, donc cette capa là va supprimer. Ce signal de 2,3 2,4 kHz va rentrer dans la pin 3 du NE567. À l'intérieur, il y a une circuiterie qui va dire je reçois la même fréquence que celle que j'ai envoyée. Paf, la sortie 8 passe à 0. Donc là, c'est comme ça qu'on va détecter qu'on a approché notre main sur le capteur optique. Ensuite, toujours sur le NE567, on a deux autres réglages. Sur la pin 2 ici, on a une capa qui va nous permettre de régler la bande passante. C'est-à-dire quelle est la fenêtre dans laquelle qu'on autorise en fait pour la détection. Donc on a 2,4 kHz ici, d'accord, donc c'est la fréquence centrale. Eh bien, on va faire en sorte que autour de cette fréquence 2,4 kHz,
on va estimer que par exemple on va mettre 5% au-dessus, 5% en dessous. Il faut être très très sélectif parce que sinon le NE567 va capter n'importe quelle fréquence, il va dire ah c'est bon, il va passer la sortie à 0. Donc il faut qu'on soit vraiment sélectif. Et cette sélectivité, donc cette bande passante, on la règle avec la pin 2 en mettant une kappa. La valeur de cette kappa, donc en fait elle est indiquée dans la doc du composant. Avec 2,2 microfarad, je pense qu'on est entre 3 et 5%. Voilà. Donc en fait on est extrêmement sélectif. Et c'est exactement ce qu'on veut. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas détecter toutes les fréquences. Je sais que ma fréquence centrale c'est 2,4 kHz, et ben je vais tourner autour. Donc cette kappa sert à ça. Ensuite, cette kappa ici, sur la pin 1, elle nous sert à filtrer en fait les fréquences hautes. Enfin, non, les fréquences qui sont au-dessus et en dessous de 2,4 kHz. Voilà. On a ici une résistance un peu qui, au début elle m'avait semblé un peu bizarre. Mais en analysant en approfondissant, je me rends compte qu'en fait, la sortie ici, à l'état normal, elle est à 1, donc elle est à plus 9 volts, donc on n'a pas approché la main sur le capteur. Mais au moment où on va approcher notre main et au moment où le signal va arriver ici, donc il y a une circuiterie interne qui va décider si c'est la bonne fréquence, mais la sortie ici, elle ne passe pas de manière franche à 0. Il va y avoir ici un peu de tremblement, c'est-à-dire que ça va faire 9, 0, 9, 0, tu vois, ça va faire une sorte de tremblement jusqu'à ce que la PLL qui se trouve à l'intérieur, la circuiterie qui est à l'intérieur est vraiment sûre. Là, à ce moment-là, ça va rester à 0. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas ça. On veut pas une incertitude, on veut vraiment que ça passe de 0 à 1, c'est tout. Et ben, le fait de mettre cette résistance ici, et ben, on va venir prendre une toute petite partie du signal de sortie, on va le réinjecter à l'entrée. Et comme ça, si vous voulez, ça va faire, c'est comme si c'était une rétroaction, en fait. Ça va nous permettre d'éliminer ces tremblements ici, sur la sortie. Parce que si on a ces tremblements, et ben ici, on va les retrouver partout, et puis le relais va faire clac, 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 il va coller plusieurs fois, alors que c'est pas ce que l'on souhaite. Donc cette résistance permet de stabiliser la sortie qu'on a ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a détecté qu'on a approché notre main, donc on passe à 0 ici, à ce moment-là, donc on va déclencher la temporisation. Une temporisation pendant laquelle le relais ici va être actif. Et cette temporisation-là, elle est réalisée toujours, hein, vous l'avez vu, sans aucun microcontrôleur, parce qu'à l'époque on n'en avait pas beaucoup, hein. En plus c'était cher. Elle est générée par ce monostable. C'est-à-dire que cette sortie ici va passer à 1 pendant un certain temps. Et ce temps-là, encore une fois, il est réglé par le potentiomètre et la kappa qui est ici. Alors, d'un point de vue maintenant électrique, comment ça fonctionne? Bon, déjà, ces deux portes non et, d'accord, on stabilise comment dire, l'état de sortie par cette résistance qui est reliée à la masse. Voilà. C'est-à-dire que ici on a un 0. D'accord. On s'assure que quand on démarre la carte, quand on l'alimente, on a bien un 0 ici, parce qu'on veut pas avoir un 1 ici et faire activer le relais, juste en alimentant la carte. Voilà. Et ici, quand on démarre la carte, donc on a un 0 ici, c'est normal, on a 0, 2, 0, donc le relais ne s'active pas. Le 0 ici, on le ramène sur une des entrées ici, d'accord. Donc finalement on a 0 et 0 ici, donc 0 ou 0 ça fait 0, complémenté ça fait 1, donc on a un 1 ici, donc on a 9 volts ici, parce que le 4001 il est aussi alimenté en 9 volts. Donc j'ai un 1 ici, ici j'ai aussi 9 volts,
qui est amené par ce potentiomètre. Donc si j'ai 9 volts ici et 9 volts ici, ça veut dire que comment dire, la capa ici, eh ben, elle est bloquée. On peut pas, elle ne se charge pas en fait. Donc j'ai un 1 ici, donc 1 et 1, enfin 1 ou 1, parce que c'est un ou ici, ça fait 1, complémenté 0. Donc c'est bien ce qu'on veut, on a bien un 0 au démarrage. Voilà. On approche notre main ici, voilà, le signal, le même signal qu'on a ici, sauf qu'ici l'amplitude elle est plus faible qu'ici, mais le NE567 détecte la fréquence. Il passe sa sortie à 0. Donc 0 sur les deux entrées de la porte NAND, donc 0 et 0 ça fait 0, complémenté ça fait 1. Donc là, j'ai un front montant ici. Le fait d'avoir un 1 ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ici j'avais 0, donc 1 ou 0, ça fait 1, complémenté 0. Là maintenant, cette capa là, je la relie à la masse. Donc en la reliant à la masse, eh ben, au niveau donc la tension à ces bornes vaut 0 à ce moment-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle commence à se charger. Donc j'avais un 0, donc j'ai eu un 0 ici, parce que j'ai relié la capa à la masse, un 0 ici, donc 0 ou 0, ça fait 0, complémenté ça fait 1. Donc là j'ai un 1 qui arrive ici, et tac, le relais s'enclenche. Ok. Donc la capa commence à se charger, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir que les portes logiques, là, les 4001, là, elles se déclenchent à VDD sur 2. Ici, VD2, c'est 9 volts. Donc 4,5. Quand ici, la tension va arriver à 4,5, c'est-à-dire que le condensateur est en train de se charger, donc on a 4,5 ici. La porte nord ici, elle dit ah, j'ai un 1. Donc 1 et 1, 1 ou 1, ça fait 1, complémenté 0. Donc là, j'ai un 0, tac. Et quand j'ai un 0, bah, le relais se déclenche. Donc il est enclenché pendant toute la temporisation ici. Par exemple, si on a mis 5 secondes, 10 secondes, bah, pendant ce temps-là, le relais donc, est enclenché, ensuite il se déclenche. Donc ça, c'est la partie donc, temporisation. C'est comme ça qu'on fait une temporisation en analogique. Avant de parler du rôle crucial de cette diode, on va venir ici. Ici, c'est une bascule en fait. Son rôle, c'est de activer, enfin, piloter le transistor. Donc quand ça pilote le transistor, ça éteint la LED verte ici, et inversement. C'est ça son rôle en fait. Et comment ça fonctionne? C'est que quand on met JK à 1, et le reset et le set à la masse, et ben quand on a un front ici, donc passage de 0 à 1, et ben là, on change l'état de Q et Q bar. Si Q était à 1, ben il passe à 0. Si Q bar était à 0, et ben ça passe à 1. Voilà. En fait, ils se sont servis de cette bascule juste pour pouvoir avoir un pilotage, si vous voulez, complémentaire. C'est-à-dire que quand j'active Q ici, ben, j'active le relais et puis j'éteins la LED, et inversement. C'est ça. Ok, alors maintenant, pourquoi cette diode-là? Longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi ils ont mis cette diode-là ici? Parce qu'on aurait pu brancher directement la sortie du monostable ici, puis voilà. Mais en fait, non. N'oublions pas qu'il n'y a pas de microcontrôleur, et tout ça, c'est de l'analogique. Il n'y a rien de numérique. D'accord? Bah, en fait, ici, la sortie d'une porte logique, là, en réalité, elle n'est pas franche. Elle passe pas de 0 à 1 de manière très franche, ou de 1 à 0. Pourquoi? À cause du seuil. Tout à l'heure, j'ai dit que le seuil d'une porte logique, c'est VDD sur 2. Donc ici, c'est 9 volts divisé par 4,5. Mais 4,5, c'est pas tout le temps vrai. Ça peut être 3. Ça peut être 3,9, 4,7. Parce que ça va dépendre déjà du fabricant de ces portes logiques. Ça va dépendre de la température, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. C'est ça l'analogique à l'époque.
Et donc, ici, en fait, quand on a un 0, puis hop, un 1, donc, imaginons qu'on ait un 0, voilà, un 0, je passe à 1. Donc, dès que je passe à 1, ça veut dire que je passe à 9 volts. Donc, cette diode commence, elle devient passante immédiatement. D'accord? Donc, elle envoie la tension, donc 9 volts moins 0,6 volts, parce que la diode elle prend sa commission, hein. Dès qu'elle devient passante, ben, à ces bornes, il y a une tension de 0,6. Enfin, donc 9 moins 0,6, ça fait 8, donc j'ai 8,4 ici. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est le front. C'est uniquement le front. Donc on a un front. Mais ici, ça va faire 0,1, 0,1. Ça va aussi vibrer. Ça va aussi vibrer. Parce que quand on s'approche du seuil, la porte logique, comment dire, elle n'est pas encore sûre de détecter un 1. Donc c'est pour ça qu'ici ça bagote. C'est comme quand on appuie sur un bouton poussoir. Là c'est plutôt côté mécanique. La descente entre VCC et la masse, elle n'est pas franche. Il y a toujours des rebonds. Bah, ici c'est un peu la même chose. Et ben cette diode là, en fait, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à détecter le premier front, d'accord? Et ensuite ça va ignorer tous les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va au premier front, en fait, au premier front montant, donc c'est-à-dire ici, la sortie du monde stable dépasse brusquement le niveau de CLK, ici. Donc la diode, donc, elle est polarisée en direct. À partir de ce moment-là, eh ben, la tension qui est ici, elle est déjà haute. D'accord? Donc c'est pour ça que les petites oscillations suivantes du monde stable ici ne dépassent plus la tension de CLK, plus 0,6. Donc la diode n'est plus jamais polarisée en direct. Voilà. Donc voilà, cette diode-là, elle est vraiment importante. En fait, elle va venir nous filtrer quelque part les vibrations qu'on a ici sur la 4. Encore une fois, parce que c'est de l'analogique. Parce que voilà, donc, quand on arrive au seuil de déclenchement, eh bien la porte logique, c'est pas franc, quoi, c'est pas franc. Donc elle va faire 0, 1, 0, 1, 0, 1, puis après hop, elle va rester à 1, voilà. Donc cette diode là nous empêche de transmettre à la bascule ces moments d'incertitude ici. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a cette diode D1, parce que sinon le relais ici ferait clac, 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 clac. Et après, il reste jusqu'à ce que le moment d'incertitude soit passé. Donc, voilà. Ici, cette diode-là, elle nous permet donc, elle joue aussi le rôle comment dire, c'est un clapet anti-retour. Exactement. Et on pourrait faire une analogie. On pourrait faire une analogie du style, par exemple, le comportement d'un clapet hydraulique. Ça peut être un clapet hydraulique, en fait, ici. C'est-à-dire que quand il y a une grosse vague qui arrive, le clapet s'ouvre, d'accord? Donc il laisse passer. Et tous les petits remous qui arrivent derrière, eh ben, le clapet, en fait, il reste... il change plus, quoi. Donc cette diode, elle est extrêmement importante. Voilà, donc j'ai fait une explication un peu, on va dire un peu rapide de ce schéma qui est vraiment, il y a de bonnes astuces, c'est vrai. Ici l'astuce, c'est d'utiliser ce détecteur de fréquence pour générer lui-même la fréquence, l'envoyer, la faire revenir et détecter. Ça, c'est ingénieux. La diode aussi, c'est ingénieux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Il y a encore, il y a plein de, si je monte en 94 par exemple, vous avez vu tous les numéros qu'il y a. Allez, 1974, 2014, il y en a plein. Donc ça va être une série de vidéos qui
qui va nous permettre donc d'apprendre l'électronique d'avant, c'est-à-dire sans microcontrôleur. Et je vous dis à la prochaine vidéo avec un autre schéma pour une nouvelle explication.